2025 pour former les prestataires de soins de première ligne à mieux accueillir et surtout mieux soigner les patients en situation de précarité. Donc, si c'est possible, d'éteindre vos micros. On aura l'occasion de se parler dans des sous-groupes et j'y reviendrai tout à l'heure. Het thema is vanavond communicatie in de zorg, taal- en cultuurbarrières. Er zijn in Brussel ongeveer 192 verschillende nationaliteiten. En het gevolg daarvan is dat communicatie dikwijls een probleem vormt in de apotheek, bij de tandarts, bij de huisarts, bij de verpleegkundige, bij de vroedvrouw. En deze avond gaan we proberen te zien hoe op een goede manier die communicatie te verbeteren. Sommigen van jullie hebben daar alle gewoonten mee, anderen minder. En wij hopen dat u na vanavond een beter inzicht krijgt in de organisatie en ook in de manier van beroep te doen op die organisaties. Quelques grandes informations avant de vous présenter le déroulé. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut éteindre vos micros pendant les sessions. Il y a aussi l'enregistrement de cette formation que vous devez savoir qui aura lieu. Il y aura une occasion de répondre à vos questions, mais mettez vos questions dans le chat si c'est possible. Et alors, pour l'accréditation pour certains groupes, et j'y reviendrai avant la deuxième partie, il faut mettre son nom et son numéro dynamique dans le chat pour pouvoir avoir cette accréditation pour ce soir. Dus het verloop van vanavond, na een korte inleiding, is eerst Hans Verrept, die ik dadelijk het woord zal geven. Nadien een kort vraag en antwoord waar Alfredo van Brusano de vragen zal samenvatten. Nadien is er een heel korte pauze en gaan we in kleine groepjes uit elkaar. En die groepjesverdeling die gebeurt automatisch. Dans cette deuxième partie, donc on se retrouve en petits groupes. Vous devez simplement cliquer sur rejoindre mon sous-groupe. Et ensuite, il y aura 3 grandes présentations par différentes organisations. Et ça se terminera par les questions-réponses vers 21h20 et on termine vers 21h30. Dus om geen tijd te verliezen, geef ik het woord aan Hans Verrept. Hans Verrept is eigenlijk een man die al jaren achter deze thematiek staat, met hart en ziel zou ik zeggen, en ook met kennis. Hij staat aan de basis van het project interculturele bemiddeling, zowel in Vlaanderen als in Brussel. En dan nu al jaren in het FOD Volksgezondheid voor het project. Donc Hans Verrept, auquel je donne la parole, est, comme j'ai dit, un des pionniers dans le cadre de la médiation interculturelle ici en Belgique. Et il est aussi responsable de la traduction par vidéoconférence actuellement organisée par le fédéral. Il a aussi été à la base de l'organisation de la médiation interculturelle dans les hôpitaux au nord, au sud et au milieu de la Belgique. Hans, ik geef u graag het woord. Dank u wel, Louis. Merci, Louis. Je sais si c'est possible de montrer la présentation. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité pour cette session que je trouve très importante et je vais essayer de vous donner quelques explications sur la gestion des barrières linguistiques et culturelles.
quelques aspects éthiques, quelques aspects pratiques qui sont plus importants. Encore, je pense, comme vous voyez, le PowerPoint est en néerlandais, mais il est aussi disponible en français. Et maintenant, moi, je vais le faire en français. Je vais vous expliquer le PowerPoint en français avec des slides en néerlandais. Je trouve que c'est toujours délicat de dire aux soignants qui travaillent tous les jours au quotidien dans une situation extrêmement compliquée, souvent dans les soins, de leur dire de ce qu'ils devraient faire. Hein. C'est très délicat, je trouve. Hein. C'est très facile de dire ce que les autres doivent faire quand on est confortablement assis à un bureau au SPF Santé publique. Et j'ai essayé de m'imaginer ou comment la situation est chez vous sur base de beaucoup de contacts, entre autres avec Louis Ferrand, mais aussi avec d'autres médecins et d'autres soignants, et de faire une présentation le plus pratique possible avec comme point de départ qu'il y a des bonnes solutions pour la problématique dont on discute aujourd'hui, mais que ces solutions sont très souvent pas disponibles et que souvent on va devoir utiliser des stratégies qui sont moins qu'idéales, mais qui peuvent quand même nous aider jusqu'à un certain niveau. Je vais commencer comme introduction très brièvement de vous donner quelques éléments et quelque part je pense que c'est très évident et que vous êtes conscient de ça, mais des résultats de beaucoup de recherches qui ont été exécutées dans de nombreux pays sur les effets de la barrière linguistique et culturelle pour les soins de santé. Et ce qu'on a constaté, entre autres, c'est qu'il y a un problème de diagnostic erroné quand il y a des barrières linguistiques qui ne sont pas résolues. Il y a un manque de connaissances du patient, de sa maladie et du traitement. Et lié à ça, souvent, il y a une problématique d'une faible compliance thérapeutique, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a. On n'est pas très bien informé sur le traitement. Ce qui est bien décrit dans la littérature aussi, c'est que les soins sont reportés, hein, ce qu'on appelle en anglais le patient delay, que les personnes attendent de se rendre auprès du médecin ou d'autres soignants parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider pour communiquer ou parce qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas être bien compris et que les barrières linguistiques et culturelles ont des effets importants, très importants sur l'accès aux soins. Et ça, c'est particulièrement bien décrit pour les soins ambulatoires, par exemple, dans le domaine de la santé mentale, mais aussi au niveau de la prévention. Et maintenant, la crise du Covid nous a montré clairement qu'il y a un problème d'informer certains groupes, et c'est lié pour une partie, certainement aussi à la barrière culturelle et linguistique et d'autres facteurs sociaux. Je voudrais bien prendre le slide prochain, Jessie. Ouais. Ce qui a été bien décrit aussi dans certains pays et dans un nombre de recherches importants, c'est que les résultats des soins est souvent moins positif. Hein. Ça a été très bien décrit, par exemple, pour le traitement de maladies comme l'asthme ou le diabète, hein, que les patients n'arrivent pas à un niveau, que la gestion de la maladie est suboptimale et que ça a des effets importants pour le patient à cause des barrières linguistiques et culturelles qui ne sont pas résolues. Ce qui a aussi été décrit, mais c'est moins important pour nous ici, je pense, c'est plutôt important au niveau politique, que si on ne peut pas parler avec le patient, on ne peut pas communiquer avec le patient, on fait plus d'examens qui coûtent souvent cher et qui sont désagréables pour le patient. Et comme ça, il y a aussi un aspect économique, je dirais. L'absence d'une bonne résolution de barrières linguistiques et culturelles mène à ce qu'on appelle dans la littérature des inéquités, des inégalités ethniques dans le domaine des soins de santé. La qualité et l'accès ne sont pas les mêmes pour tous les groupes ethniques différents. Et finalement, et pas sans importance, je pense, on constate que les droits du patient sont souvent moins bien respectés
quand il y a des barrières linguistiques, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à informer le patient, il n'est pas conscient exactement de sa maladie, il n'a pas pu donner son accord pour un traitement, il est moins bien informé. C'est un peu la problématique. Je voudrais aller au slide, au diapo suivant, ce sont les solutions. Quelles sont les stratégies possibles pour résoudre ce problème? Et je vais vous présenter une série de stratégies possibles. Je vais rentrer dans les détails pour ce que nous, on a à offrir à partir du SPF Santé publique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que les autres orateurs vont présenter naturellement. Et je vais vous donner quelques conseils pour la pratique dans une situation, disons, idéale, où vous pouvez travailler avec un interprète ou un médiateur interculturel professionnel, mais aussi pour les situations où c'est le contexte est moins idéal. On peut aller au slide suivant. Mais la meilleure solution est naturellement de faire appel à un médiateur interculturel ou un interprète professionnel. Ça veut dire quelqu'un qui a été formé, quelqu'un qui a été testé, qui fait ça comme profession, qui est présent chez vous, par exemple dans le cabinet médical. Ça existe, il y a une offre relativement bien développée au niveau des hôpitaux qui est financée par les SPF. Il y a beaucoup d'hôpitaux où il y a des médiateurs ou des médiatrices interculturelles qui sont disponibles. Vous pouvez trouver la liste sur notre page web, intercult.be. Mais dans la première ligne, on voit que l'offre de médiateurs interculturels est très très limitée actuellement. Il y a un nouveau projet qui vient de commencer qui est financé aussi par les SPF, avec 2 médiatrices déjà, je pense, qui ont été engagées, qui vont aussi faire une présentation et qui vont certainement rentrer plus dans les détails. Mais l'accès aux médiatrices, aux médiateurs interculturels sur site est vraiment limité dans la première ligne à Bruxelles. Heureusement qu'il y a des organisations comme le Foyer qui vont essayer de résoudre les problèmes avec vous. Deuxième stratégie importante et qui fonctionne quand même très bien, ou qui peut fonctionner très bien, c'est la médiation interculturelle ou l'interprétariat social par vidéoconférence, où vous allez faire appel à une médiatrice ou à un interprète avec une connexion vidéoconférence, comme on l'utilise maintenant, même si dans le cadre du projet du SPF, c'est avec un outil un peu spécial. C'est un système qui fonctionne bien. Il y a des évaluations qui ont montré ça. Et nous avons développé au SPF un projet qui est gratuitement disponible pour tous les généralistes, pour les maisons médicales, en plus que 20 langues, et qui est aussi accessible gratuitement pour les hôpitaux et les services médicaux des structures d'accueil pour les demandeurs d'asile. Troisième stratégie possible, ce sont les interprètes par téléphone. Il y a aussi plusieurs offres dans la région de Bruxelles, en Flandre et en pays francophones, mais je suis certain que les autres orateurs vont en parler. Je vais très brièvement vous montrer quelque chose, donner une impression du système qu'on a développé au sein du SPF ensemble avec l'INAMI. C'est la médiation interculturelle par vidéoconférence et ça se fait par un outil, une application, un app qu'on appelle intercultbe.appspot.com. Et avec cette application, et je voudrais vous demander de montrer le slide suivant. Vous pouvez sélectionner une langue de source, comme on dit, une langue cible, ça veut dire la langue du patient avec qui vous n'arrivez pas à communiquer en néerlandais ou en français. Et vous pouvez cliquer sur le slide suivant. Et le système va automatiquement trouver une médiatrice ou un médiateur interculturel qui est disponible au moment dont quand vous avez besoin de cette personne, et un rendez-vous sera créé et vous pouvez, le moment venu, faire appel comme ça à cette médiatrice interculturelle. Prendre le slide suivant.
On a deux systèmes là-dedans. On a des langues qu'on appelle, qui sont offertes en permanence, et c'est un peu relatif. Ce que ça veut dire qu'il y a toujours un ou plusieurs médiateurs interculturels disponibles pour ces langues entre 9h et midi et entre 1h30 et 4h30. Et ça veut dire que l'offre est relativement large et qu'il y a beaucoup de chances que vous trouvez quelqu'un même au moment même, même si on donne un conseil quand même de prévoir d'avance une session avec un ou une de ces médiatrices. Vous voyez là les langues qui sont disponibles. Le slide suivant. Et il y a une série de langues qui ne sont disponibles que sur rendez-vous. Hein. Et c'est une liste qu'on vous montre ici. Pour ces langues, il sera nécessaire de faire une demande pour voir s'il y a quelqu'un qui est disponible et vous n'aurez pas une réponse automatiquement, immédiatement, comme c'est le cas pour les langues qui sont offertes en permanence. Slide suivant. Important pour la collaboration avec une médiatrice interculturelle, mais aussi avec un interprète, c'est que il est important que vous donnez la chance au médiateur ou à l'interprète de se présenter au début de l'intervention. C'est vraiment quelque chose de très important où le médiatrice ou l'interprète a la possibilité de dire que tout sera interprété, qu'il y a le secret professionnel qui doit être respecté et une série d'autres éléments qui sont importants pour éviter surtout que le patient, et c'est un problème qui se pose souvent, va raconter plein de choses à l'interprète ou au médiateur, mais avec le message supplémentaire que ce n'est pas l'idée que ça soit traduit. Et c'est pour éviter des appares. Et ça, c'est vraiment important. Autre élément important, c'est que il est bien de s'orienter vers le patient quand vous parlez avec un patient qui ne vous comprend pas, même si le patient ne vous comprend pas, mais de regarder le patient quand vous parlez comme si le patient comprenait ce que vous êtes en train de dire. Si vous allez dire au médiateur « demande à monsieur si », ça mène à une communication indirecte qui n'est pas positive pour la création d'un lien entre le soignant et le patient. C'est pour ça que c'est vraiment important de parler comme si le patient vous comprenait et de ne pas tout le temps regarder l'interprète ou le médiateur. Dernier point très important, on a besoin de plus de temps quand on travaille avec un médiateur ou avec une interprète. C'est normal, hein, il y a le temps de la traduction. Si il y a un grand stress, hein, parce qu'il y a très peu de temps, ça a un effet très négatif sur la qualité, naturellement, de la traduction et ça ne va pas mener à une collaboration positive et optimale. Prochaine slide. Ce qu'on constate, et ça nous attriste un peu, c'est que les systèmes médiation interculturelle par vidéoconférence est très peu utilisé dans la première ligne à Bruxelles et en Wallonie. Pour vous donner une idée, à Bruxelles, en 2021, 134 interventions ont été demandées par la première ligne sur toute une année. Hein. En Wallonie, il y en avait 106. Et en Flandre, il y en avait 2730. Hein. Ça, c'est pas normal, je dirais. Il y a relativement peu de maisons médicales qui font appel à ces systèmes. C'est dommage parce que je crois que ça peut vraiment vous aider. C'est gratuit et c'est facile à utiliser. Hein. Vous avez besoin d'un portable ou une tablette, vous avez besoin d'une connexion Internet. Et après ça, vous êtes en principe parti. Vous pouvez commencer à utiliser le système. Il y a aussi, si vous voulez avoir accès à ce système de médiation interculturelle par vidéoconférence offert par le SPF, vous pouvez envoyer simplement un mail à Dalila Boujar. On va vous donner toutes les infos qui sont nécessaires pour vraiment commencer à utiliser le système. Prochain slide. Je vous ai dit au début, très souvent, vous êtes obligé de faire appel à des solutions
qui sont moins qu'idéales, hein, pour résoudre des barrières linguistiques. Et ce qu'on voit dans la pratique, quand même, toujours beaucoup en Belgique et dans d'autres pays, hein, c'est qu'on va faire appel à des interprètes pas formés, qui n'ont jamais été testés, qui sont en principe pas des interprètes, hein. On parle de certains auteurs parlent en français d'interprètes sauvages, hein, ce que je trouve c'est un peu négatif comme terme, mais c'est un peu ça, hein. Ce sont des gens qui n'ont pas été formés. Ce sont souvent des collègues soignants, ce sont des dames de ménage, souvent des personnes qui travaillent dans la cuisine, d'autres patients, la famille du patient, des enfants dans certains cas, des connaissances ou des amis, mais souvent on ne connaît pas vraiment la relation avec le patient. Et il y a quand même beaucoup de risques associés à ces stratégies. D'abord, hein, les connaissances linguistiques de ces personnes n'ont jamais été testées et sont souvent, elles ne suffisent pas. Oui, on est sur le slide suivant, Jessie. Ouais, OK. Et ils n'ont pas les connaissances nécessaires, hein. Au niveau linguistique, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la terminologie qui va être utilisée. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, les personnes issues de l'immigration, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui parlent de différentes langues, connaissent certains domaines dans une langue et d'autres domaines dans l'autre langue. Par exemple, hein, la première interprète qui était une interprète sauvage avec qui moi j'ai travaillé comme ethnologue, elle m'a dit après un certain temps que tout ce qui était maladie, elle le connaissait en néerlandais, mais pas en français, pas en arabe. Parce qu'elle me disait, j'ai appris ça dans le Flair, dans des revues, dans des émissions que j'ai regardées à la télé, mais pas en arabe, hein. Et c'est souvent le cas, que les personnes ne connaissent pas les ils ne sont pas capables de faire de l'interprétariat parce qu'ils ne connaissent pas les fragments nécessaires des deux langues. Naturellement, quand tu n'as pas été formé, tu n'as pas de technique d'interprétariat. Et faire de l'interprétariat, c'est compliqué. Il faut mémoriser ce qui a été dit par une personne. Il faut reproduire le message dans une autre langue. Tout ça n'est pas évident. Et on constate qu'il y a beaucoup de manipulation d'informations par les interprètes pas formés, ce qui veut dire qu'ils vont laisser tomber certaines choses. Par exemple, les membres de famille vont souvent cacher un diagnostic très négatif, hein, pour leur maman ou quelqu'un de la famille, hein, ça a été très bien documenté. Et on voit aussi qu'il y a un manque de confiance souvent chez le patient qui va ne pas tout raconter, par exemple parce qu'il ou elle a peur, hein, que ces infos vont être partagées dans la communauté parce que l'interprète informel n'a pas de secret professionnel, n'a pas de code déontologique. Finalement, important, quand vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas été formé, et c'est aussi vrai naturellement pour quelqu'un qui a été formé, mais vous n'êtes pas dans la possibilité de juger la qualité de l'interprétariat qui a été fait. C'est normal parce que si vous en étiez capable, vous n'auriez pas besoin de l'interprète ou du médiateur interculturel. Suivant slide, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on n'a pas le temps, je pense, mais on a, il y a longtemps, hein, fait une série de tests d'évaluation de personnes qui faisaient beaucoup d'interprétariat dans les hôpitaux et qui faisaient ça au moins une fois par semaine, hein, auquel on faisait appel pour faire de l'interprétariat. Et on les a demandé de faire des jeux de rôle pour voir s'ils étaient vraiment capables de faire de l'interprétariat. Et les résultats étaient catastrophiques. La moitié des personnes qu'on avait testées, c'était une trentaine, ont arrêté au milieu du jeu de rôle parce qu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et je vais vous simplement donner l'exemple. Là, vous avez regardez pour le mot en français, les fourmillements dans les mains et dans les pieds, c'était traduit par exemple comme mal dans les mains. Transpirer et tendance à s'évanouir, hein, c'était traduit comme fièvre et tendance à s'évanouir, et d'autres problèmes qu'on avait constatés. Dans beaucoup de cas, on constatait que ces personnes qui étaient dans certains cas des infirmières, hein, ou des infirmiers n'arrivaient pas à faire une traduction correcte, et que ça posait des problèmes pour la fiabilité du diagnostic. Et ce qu'on sait de la littérature dans le domaine, ça peut même poser des problèmes pour la sécurité du patient. Suivant slide, s'il vous plaît.
les résultats quand vous travaillez avec un interprète ou un médiateur, une interprète informelle, quelqu'un qui n'a pas été formé, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est vous ne savez plus ce que vous dites, hein, et vous n'êtes pas au courant de ce que le patient a voulu vous dire ou veut exprimer, hein, parce que vous ne savez pas ce qui est traduit. Et très souvent, les traductions sont très synthétiques par des interprètes informels. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites. Et il y a aussi souvent une gestion un peu bizarre par les interprètes informels de ce que le patient essaye de dire, hein. J'ai vu des cas où une interprète informelle, par exemple l'enfant de la patiente, dit mais ça, le médecin, il ne veut pas savoir. Ça ne l'intéresse pas. Ce genre de choses qui mènent à une situation où la communication est certainement beaucoup moins qu'optimale. C'est pour ça qu'on devrait essayer de l'éviter. Mais c'est inévitable, c'est pour ça que j'ai mis quelques conseils sur le slide suivant. Si vous devez faire appel à un interprète, hein, c'est pas vraiment un interprète, mais à quelqu'un qui va essayer de franchir cette barrière de langue, cette barrière linguistique dans le contexte des soins, il est très important d'essayer de gérer le fonctionnement ou la contribution de cette personne qui fait ça avec les meilleures intentions, naturellement, hein, le plus que possible. Et je me souviens que c'était aux États-Unis qu'une fois, il y avait une interprète qui me disait quand le médecin est confronté avec, par exemple, un membre de la famille qui va faire l'interprétariat, souvent, c'était une dame qui venait du Maroc, elle me disait, c'est comme s'il y avait ce qu'on dit toujours de nous, un fatalisme oriental qui prend le soignant, hein. Il accepte un peu tout. Et ce qui c'est important, c'est de demander à cette personne de tout traduire, hein, et de demander des explications si nécessaire. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi. Quand la personne, hein, ne comprend pas parfaitement ce que vous avez dit, il y a tendance à simplifier extrêmement le message ou à laisser tomber des parties des messages qui n'ont pas été compris. Et on voit aussi très souvent que tout n'est pas traduit, hein. Vous posez une question, la patiente ou le patient va répondre et ça prend un certain temps et après la traduction est mal au ventre. Ça, il ne faut pas accepter. C'est important d'insister, de demander de tout traduire, sinon vous n'êtes pas bien informé. Très important, naturellement, d'utiliser un langage très simple parce que ces personnes n'ont pas nécessairement des connaissances médicales. Ne pas accepter, ou le plus que possible éviter des apparts, hein, que par exemple l'interprète informel va parler avec la patiente ou avec le patient et sans vous dire ce qui a été dit, hein. Demandez ce qu'on appelle une transparence. Demandez à la personne dans ce cas qu'est-ce que vous avez dit et comme ça vous avez un peu plus d'infos. Bien observer le patient ou la patiente, très important parce que quand il y a des erreurs dans la traduction, c'est dans la réaction du patient que vous allez peut-être le remarquer. Essayez aussi de prendre un nouveau rendez-vous avec un interprète ou un médiateur interculturel professionnel. Et très important, je pense, hein, être bien conscient du fait qu'un médiateur, un interprète informel n'est acceptable que pour des messages simples, hein, parce que sinon les risques sont quand même très élevés. Finalement, ce que vous avez certainement déjà vécu, je pense, hein, si vous travaillez avec un interprète ou un médiateur interculturel professionnel, il y aura des familles ou des patients qui vont vouloir éviter ça, hein. Souvent la famille aussi, souvent pour des mauvaises raisons, hein. La raison est souvent qu'on veut cacher certaines choses ou qu'on n'a pas confiance dans l'interprète. Ce sont des choses dont on devrait, dans ce cas, discuter avec la famille. Et c'est important comme soignant d'insister que vous voulez travailler avec quelqu'un de professionnel dans l'intérêt du patient. Alors, presque à la fin, une dernière solution qui est beaucoup, et il y en a d'autres, hein, mais que je voudrais brièvement présenter, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, ce sont les applications que vous avez sur l'ordinateur, sur l'iPad, même sur les téléphones, hein, maintenant,
style Google Translate, Universal Doctor et ce genre de trucs qui peuvent vous aider pour traduire certains messages. Ça peut vous aider dans certaines situations où les messages sont très très simples, hein, c'est sûr et certain. Mais c'est absolument à déconseiller pour des messages complexes parce qu'il y a un manque de mécanismes de correction d'erreurs. C'est important quand un interprète ou un médiateur interculturel se trompe, il peut après rectifier ses erreurs. Ce genre d'outil ne le fera jamais, naturellement, parce qu'il n'est pas intelligent. Néanmoins, vous pouvez l'utiliser pour des messages très très simples. Et je dirais surtout, c'est possible de l'utiliser pour entre des langues occidentales qui sont bien standardisées. Moi, j'ai constaté que maintenant sur l'iPad, par exemple, il y a une application qui est donnée gratuitement, qui fonctionne vraiment, c'est étonnant, mais ça fonctionne fort bien entre l'anglais et le français. Mais par exemple, le système Universal Doctor qui est payant, qui a été créé aussi pour l'arabe dialectal, hein, mais on a fait des tests, on a constaté que ça fonctionnait bien en Espagne où les patients marocains utilisaient beaucoup de mots espagnols, mais que ça fonctionnait moins bien en Belgique parce que l'espagnol était moins intégré dans de l'arabe des Marocains en Belgique ou de beaucoup de Marocains en Belgique. Le plus grand écart entre les deux langues au niveau famille de langues, il y a une sorte de similarité, de connexion entre les différentes langues, le moins bien que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'infos sur ces applications sur le site du projet Matchen. Hein. Vous voyez là aussi le lien. Prochain slide. Je voudrais, pour terminer, vous présenter 2-3 documents qui peuvent vous être utiles. On a écrit un guide pour la médiation interculturelle dans les soins de santé qui décrit bien, je pense, hein, les rôles, les fonctions du médiateur interculturel et comment le médiateur interculturel travaille. Ce guide, vous pouvez le télécharger sur notre site. Il existe en néerlandais, en français et bizarrement aussi en slovénien et en anglais. Mais les Slovènes l'ont traduit aussi pour l'utiliser. Il y a une publication qui n'est disponible qu'en néerlandais, qui est bien faite, je trouve, à laquelle on a aussi un peu collaboré, un guide, gids voor taalbijstandsbeleid in het ziekenhuis, qui a été créé par Kom op tegen kanker, qui contient énormément d'infos que vous pouvez télécharger sur le site de Kom op tegen kanker. Et finalement, le dernier slide. Oui. Et je voudrais aussi vous faire référence à un texte que j'ai écrit il y a 2 ans pour l'OMS sur les rôles des médiateurs interculturels, l'importance des médiateurs interculturels et leur contribution aux soins, à la qualité des soins de santé, et qui contient aussi une section sur les différences entre l'interprétariat médical et la médiation interculturelle. Je voudrais vous vraiment encourager, si vous ne le faites pas encore, hein, de prendre contact avec nous, avec Dalila Boujar, dont vous avez vu l'adresse email, hein, pour pouvoir avoir accès à notre système de médiation interculturelle par vidéoconférence, hein, qui, je crois, pourrait vous aider beaucoup dans votre travail quotidien. Je vous remercie. Et merci bien, Hans, pour cette conférence très, très claire et remplie d'expérience. Je passe la parole à Alfredo. Oui, merci également, Hans. C'était vraiment intéressant, cet éventail de solutions possibles et les points d'attention que je trouve complètement pertinents et intéressants pour les professionnels de mettre les choix d'un outil dans une pensée éthique aussi, dans une pensée de responsabilité vers la personne qu'on a là, et en même temps l'importance de maîtriser les limites et les atouts de l'outil qu'on utilise. Donc ça, voilà, merci. Je passe très très rapidement à expliquer la prochaine